Aidez-moi. La voix d'Elisa tremblait alors que la brise froide léchait ses joues, déjà humides de larmes. Elle se tenait pieds nus au bord du lac, son manteau usé claquant contre sa frêle silhouette dans le vent d'octobre. La lune était cachée derrière une épaisse couverture de nuages, et seule la faible lueur des lampadaires de l'autre côté de l'eau donnait une once d'éclairage. Sa respiration était saccadée, ses mains serrées le long de son corps comme si la douleur physique dans sa poitrine pouvait d'une manière ou d'une autre égaler le mal de son âme. Elle était là depuis près de 10 minutes, les orteils crispés au bord des rochers moussus, l'eau sombre en contrebas comme une invitation finale. Son corps frissonnait, non seulement à cause du froid, mais aussi sous le poids de la décision qu'elle était sur le point de prendre. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, à peine audible, sa voix se brisant. « J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Elle ferma les yeux et tourna son visage vers le vent. Dans son esprit, des images défilaient. Le rire de son petit frère, les mains ridées de sa grand-mère pliant des vêtements usés, la douleur dans les yeux du médecin quand il a prononcé les mots « stade avancé ». Puis « aidez-moi ». Une voix, à peine un murmure, lointaine, rauque. Les yeux d'Elisa s'ouvrirent brusquement. Elle regarda autour d'elle, confuse, pensant que c'était peut-être son imagination, jusqu'à ce qu'elle l'entende à nouveau, plus fort, plus urgent. « À l'aide, s'il vous plaît. » Elle se tourna vers le son, plissant les yeux dans l'obscurité au-dessus du lac. Là, juste après les roseaux, la silhouette indistincte d'une personne se débattant dans l'eau glaciale. Un homme, en train de se noyer. Un instant, Elisa se figea. Son esprit s'emballa. Ce n'était pas censé arriver. Pas ce soir. Pas alors qu'elle avait déjà décidé de lâcher prise. Mais quelque chose en elle se brisa. Sans réfléchir, elle courut. L'eau était d'une froideur choquante. Au moment où elle toucha sa peau, elle lui coupa le souffle. Pourtant, elle plongea. Ses bras luttèrent contre la résistance des vagues alors qu'elle nageait vers lui. Il se débattait, les yeux écarquillés de terreur, la tête plongeant sous l'eau et refaisant surface avec de violentes quintes de toux. Elle l'atteignit juste au moment où il glissait sous la surface. « Tenez bon !» cria-t-elle, enroulant ses bras autour de sa poitrine et battant furieusement des pieds. Il était lourd, presque inconscient, et l'attraction du lac était impitoyable. Ses jambes se crampèrent, ses poumons criaient pour de l'air. Mais centimètre par centimètre, elle le traîna vers le rivage. Quand ils atteignirent enfin la terre ferme, elle s'effondra à côté de lui, trempée et tremblante. Elle le retourna, appuya sur sa poitrine et commença les compressions. « Respirez !» cria-t-elle, la voix rauque. « Allez, respirez !» Il s'étouffa soudainement, crachant de l'eau, haletant pour de l'air. Elle l'aida à s'asseoir, ses mains soutenant son dos. Pendant un long moment, ils restèrent assis là en silence. Seul le bruit de l'eau s'égouttant de leurs vêtements et le vent bruissant dans les roseaux autour d'eux. L'homme tourna légèrement la tête, luttant pour faire le point. « Pourquoi ?» croissa-t-il. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Elisa le regarda vraiment. Ses yeux étaient injectés de sang, sa peau pâle, ses cheveux plaqués sur son front. Et pourtant, sous l'épuisement, il y avait autre chose. De la confusion, de la vulnérabilité. Sa réponse vint sans hésitation. « Je voulais juste faire quelque chose qui comptait, » dit-elle doucement. « Quelque chose de bien, avant de partir. » Son front se plissa, son souffle se coupa. « Partir où ?» Elle jeta un regard en arrière vers le lac. La réponse flottait dans l'air entre eux comme un fantôme. Il cligna des yeux, comme si la prise de conscience lui avait coupé le souffle. « Vous alliez. » Elle hocha lentement la tête, sans honte, sans plus pleurer. « J'ai un cancer. Ils ne peuvent rien faire, et je ne ferai pas subir plus de douleur à ma famille. Surtout quand il ne nous reste plus rien à donner. » Le silence s'étira entre eux. Puis finalement, il murmura. « Mais vous m'avez sauvé. » Elle rencontra son regard, les yeux calmes maintenant, presque paisibles. « Parce que peut-être, c'est la seule chose que j'étais censé faire. » Pour la première fois de sa vie, Dylan, qui avait toujours cru avoir le contrôle, les réponses, un but, se sentit complètement perdu. Et pourtant, assis là avec cette étrangère, trempé jusqu'aux os et frissonnant dans l'obscurité, il ressentit aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Vivant. Deux âmes brisées, s'accrochant au bord du même abîme, s'étaient heurtées. Et d'une manière ou d'une autre, ensemble, elles étaient encore là. La pluie avait commencé à tomber en une fine brume,
tandis qu'Elisa guidait Dylan à travers les ruelles étroites derrière le lac. Il s'appuyait légèrement sur elle, encore faible après sa quasi-noyade, ne disant rien de la douleur dans ses membres ou de la brûlure dans sa gorge. Elle se retournait de temps en temps pour le regarder, hésitante, ne sachant pas si l'amener ici était une erreur. Ils s'arrêtèrent devant une cabane délabrée avec un toit rapiécé de bâches et de bois, des murs usés par le temps et un rideau élimé en guise de porte. Juste pour un instant, murmura Elisa en l'écartant. À l'intérieur, la faible lumière d'une lampe projetait des ombres vacillantes sur des murs fissurés. Une bassine en métal recueillait les gouttes régulières du plafond. De la fumée s'échappait d'un poêle de fortune, où une vieille femme frêle remuait une marmite avec une cuillère tordue. Un jeune garçon était recroquevillé sur une natte fine, lisant une bande dessinée en lambeaux à la lueur d'une lampe de poche. « Grand-mère, dit doucement Elisa, c'est un ami. » La vieille femme se leva avec difficulté, s'essuyant les mains sur un tablier. « Entrez. Il fait froid. » Dylan entra et hocha la tête. « Merci. » Le garçon regarda Elisa, puis Dylan, curieux, méfiant. Elle sourit faiblement et secoua légèrement la tête. Pas de danger. Ils se rassemblèrent près du feu. La vieille femme versa de l'eau chaude dans des tasses ébréchées. « Pas de thé, dit-elle en s'excusant. Juste de la chaleur. »« C'est parfait, » répondit Dylan. Le silence s'installa autour d'eux. Elisa s'assit, les genoux contre sa poitrine, les yeux fixés sur les flammes. « Depuis combien de temps vivez-vous ici » demanda doucement Dylan. « 4 ans, répondit Elisa. Après la mort de mon père, nous avons été expulsés. C'était le seul toit que nous pouvions trouver. » Dylan jeta un coup d'œil autour de lui. Béton nu, couvertures usées, moustiquaires affaissés sur des clous rouillés. Il se tourna vers le garçon. « Tu vas à l'école ?»« Je veux bien, mais j'aide Elisa à ramasser des canettes. Nous les vendons. » Dylan la regarda. « Tu fais tout ça ?»« On fait ce qu'on doit faire, » dit-elle. « J'ai travaillé dans un restaurant de nouilles une fois. Trop lente. Ils m'ont renvoyé. » Sa voix était plate, résignée. Dylan remarqua à quel point elle était maigre, comment l'épuisement s'accrochait à son visage. « Pourquoi n'as-tu parlé à personne ?» demanda-t-il doucement. Elisa serra plus fort ses genoux. « Parce que personne n'embauche une fille malade qui ne sait pas lire. Parce que quand on est comme moi, pauvre, fatigué, les gens pensent que c'est de votre faute. » Elle fit une pause, puis murmura. « J'ai un cancer des ovaires. Stade avancé. J'ai arrêté le traitement il y a des mois. C'est trop cher. Nous avons à peine de quoi acheter du riz. Si je continue d'essayer, je ne ferai que leur prendre, » dit-elle en désignant sa grand-mère et son frère. « Ils sont tout ce que j'ai. Je préférais disparaître sans bruit plutôt que de les voir souffrir davantage. » Dylan fixa le feu pendant un long moment, puis se tourna vers elle, la voix ferme. « Elisa, penses-tu que ta mort leur faciliterait les choses? Que ton frère deviendra fort, sachant que sa sœur a abandonné? Que ta grand-mère trouvera la paix, en te regardant t'éteindre? » Elle ne dit rien. « Tu m'as sauvé, » dit-il. Un étranger, sans hésitation. « Mais tu ne peux pas te sauver toi-même. » Son menton trembla. « Tu n'es pas un fardeau, » murmura-t-il. « Tu es la raison pour laquelle ils continuent. Tu es leur espoir. » Des larmes montèrent à ses yeux. Une coula sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle l'essuya rapidement. « Je suis juste fatiguée, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « Mais parfois, être fatigué est le point de départ de la guérison, si tu laisses quelqu'un t'aider. » Elisa le regarda, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait vraiment. Pas avec pitié ou jugement, mais avec conviction. Et cette conviction commença à s'installer tranquillement en elle. Le lendemain matin arriva avec une quiétude surprenante. La pluie avait cessé et la lumière du soleil se déversait doucement à travers les fissures du toit usé de la cabane. Elisa se réveilla, sa fine couverture la protégeant à peine du froid matinal. Elle se leva, se frotta les yeux et sortit chercher de l'eau au robinet commun. Mais quelque chose l'arrêta. Un petit paquet était posé proprement près de la porte, enveloppé dans du papier brun, noué avec de la ficelle. Une note manuscrite était glissée sous la ficelle. Pour un jour nouveau, de la part de l'ami d'un ange. À l'intérieur se trouvaient 2 cartons de lait, une miche de pain moelleux et un récipient scellé de soupe chaude. Elisa resta là plusieurs secondes, le souffle coupé. Elle regarda autour d'elle, mais la ruelle était vide. Pas de bruit de pas, pas de voix. Cet après-midi-là, sa grand-mère revint du marché,
les yeux écarquillés et presque sans voix. « Mon enfant, tu ne vas pas le croire. Quelqu'un a acheté tout ce qu'il y avait dans mon panier avant même que je puisse installer mon étal. Le double. » Elisa la regarda, estupéfaite. « Qui? Je ne sais pas. » Un homme, grand, portait une casquette basse, a dit que c'était pour son personnel. Le cœur d'Elisa commença à battre, un soupçon s'épanouissant tranquillement au fond de son esprit. Mais elle ne dit rien. Le jour suivant, un autre paquet arriva, et le suivant. Toujours de la nourriture, toujours chaude, toujours anonyme. À la fin de la semaine, une assistante sociale d'une association caritative locale frappa à leur porte. « Nous avons été alertés sur vos conditions de vie, » dit gentiment la femme. « Il y a un refuge sur disponible, une chambre privée, des lits chauds, des douches chaudes. Nous aimerions vous offrir une résidence temporaire. » Elisa Franca, Les Sourcils. Qui vous a parlé de nous? La femme sourit. Un donateur qui préfère rester anonyme. Mais il insiste sur le fait que vous méritez mieux. Elisa était hésitante, méfiante. Elle avait appris que les bonnes choses venaient souvent avec des contreparties. Mais quand elle vit le visage plein d'espoir de son frère, entendit sa petite voix dire « Y aura-t-il un toit qui ne fuit pas ?» Elle sut qu'elle devait essayer. Ils emménagèrent dans le refuge le lendemain. C'était modeste, mais chaleureux, propre, sûr. Pour la première fois depuis des mois, Elisa et sa famille dormirent sans craindre la pluie ou les rats. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous le bord du lac, ils allèrent se promener, suivant les douces lumières le long du nouveau chemin de pierre au bord de l'eau. En passant devant un petit chariot de nourriture, une voix familière cria « Bonsoir ». Elisa se tourna et vit Dylan, habillé de façon décontractée, tenant 3 épis de maïs grillé fumant. « Drôle de vous voir ici, » dit-il avec un sourire. Elle cligna des yeux. « Vous » Il tendit la nourriture. « Je pensais que cela ferait un dîner parfait. Sauf si vous êtes trop chic pour le maïs de rhume maintenant. » Ses lèvres se courbèrent avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Jamais. » Ils s'assirent sur un banc sous un lampadaire vacillant, la vapeur s'élevant de la nourriture dans leurs mains. Dylan lui tendit une tasse de thé chaud et sourit en la voyant inspirer profondément. « Ça sent la maison. » murmura-t-elle. Sa grand-mère et son frère discutaient à proximité, riant avec un vendeur. Elisa se tourna vers Dylan. « Pourquoi faites-vous tout ça? »« J'aime le maïs, » répondit-il. Elle roula des yeux. « Sérieusement. » Il la regarda un instant, puis dit plus doucement. « Parce que je vous dois la vie. Parce que je vois en vous quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu en vous-même depuis longtemps. » Elle détourna le regard, les joues rougissant. Après avoir mangé, Dylan suggéra une promenade autour du lac. L'air nocturne était vif, portant l'odeur de l'herbe mouillée et du pain lointain. Ils marchèrent en silence pendant un moment, leurs pas crissant doucement sur les feuilles mortes. Elisa parla la première. « Quand j'étais petite, mon père m'emmenait ici. On s'asseyait sous ce grand chêne et on faisait semblant que le lac était la mer et qu'il était un pêcheur avec des filets magiques. Que lui est-il arrivé? » Demanda doucement Dylan. « Il est mort, en essayant de nous donner une vie meilleure. Il était plus fort que moi. Il n'a jamais abandonné. Tu es forte aussi, Elisa. » Elle secoua la tête. « Je suis fatiguée, pas forte. Même les gens fatigués peuvent être courageux, dit-il. Vous avez sauté dans un lac glacial pour quelqu'un que vous ne connaissiez pas. » Elle fit une pause, absorbant cela. Ils atteignirent le bord d'une petite jetée. Le clair de lune scintillait à la surface de l'eau. Dylan se tenait à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules s'effleurent. Une douce brise passa entre eux. Sans réfléchir, leurs mains s'effleurèrent, peau contre peau. Ils se figèrent tous les deux. Elisa le regarda, surprise. Il la regardait déjà. Pendant un battement de cœur, aucun ne bougea. Puis tous deux se retirèrent, troublés, murmurant des excuses. Mais quelque chose avait changé. Dans le silence qui suivit, dans le doux bruit des vagues clapotant contre le quai, quelque chose de non-dit flottait entre eux. Une promesse. Un début auquel aucun des deux ne s'attendait. Elisa n'avait jamais aimé aller au marché. Le bruit incessant, les pas pressés, les coudes pointus et les regards encore plus froids. Tout cela la faisait se sentir au mieux invisible, au pire indigne. Mais avec Dylan à ses côtés, tout semblait un peu différent. Ils marchaient ensemble sur le chemin étroit bordé d'étals, où les vendeurs criaient les prix et négociaient avec les locaux. Dylan portait un panier tressé, insistant pour l'aider, bien qu'Elisa lui ait dit qu'elle l'avait fait seule 100 fois.
Vous devriez me laisser porter quelque chose, dit-il avec un sourire taquin. Après tout, je vous dois la vie. Vous m'avez payé avec de la soupe et du maïs de rue, répondit-elle en haussant un sourcil. Nous sommes quittes. Mais lorsqu'ils arrivèrent chez le vendeur habituel de sa grand-mère, un client impatient les bouscula, manquant de renverser le petit étal. La femme regarda la grand-mère d'Élisa d'un air mauvais et marmonna. « Vous et vos étals de charité, dégagez du chemin. » Élisa s'avança, les poings serrés, mais avant qu'elle ne puisse parler, Dylan était là. « Je crois qu'elle était là la première, » dit-il calmement, mais avec une fermeté indéniable. « Et si vous ne pouvez pas attendre comme un être humain décent, peut-être que le marché n'est pas pour vous. » La femme balbutia et s'éloigna sans un mot. Élisa le fixa. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Si, je le devais, » répondit simplement Dylan. Ce soir-là, les nuages revinrent. Une fine bruine tomba sur les rues calmes tandis que Dylan et Élisa marchaient sous un parapluie partagé. Ils s'arrêtèrent à un petit étal de coin qui vendait des nouilles instantanées dans des gobelets en mousse, chaudes, salées et étrangement réconfortantes. Ils s'assirent sous un auvent avec 2 gobelets fumant entre eux. La vapeur s'enroulant dans l'air frais, les gouttes de pluie tapotant doucement sur le toit en plastique au-dessus. Dylan retira sa veste et la drapa sur ses épaules. Elle se figea. « Vous allez être trempé, » protesta-t-elle. « Je sécherai, » dit-il, la voix basse. « Vous en avez plus besoin. » Quelque chose dans la simplicité de ce geste, sans hésitation, sans attente, fit craquer quelque chose en elle. Elle le regarda vraiment. Il était trempé, la pluie dégoulinant de ses cheveux et sur ses cils, et pourtant il la regardait comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Et soudain, elle rit, d'un rire vrai, sans garde, sans filtre. Dylan se tourna vers elle, surpris. « Quoi? J'avais juste oublié ce que ça faisait. » dit-elle entre 2 éclats de rire. « Quoi? La pluie? » Non. Elle le regarda, son rire s'estompant en un doux sourire. De rire, de sentir que je ne suis pas invisible. Ses yeux s'attardèrent sur elle, et pendant un long moment, il ne dit rien. Puis Élisa murmura, presque effrayée par sa propre voix. « Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. » Dylan ne parla pas. Il la regarda simplement, les yeux brillants de quelque chose d'inexprimé. Quelque chose de bien plus profond que la gratitude ou l'affection. Quelque chose qui approchait de la vénération. Le lendemain, Dylan l'invita nonchalamment, elle et sa famille, à visiter le jardin d'une maison dont il disait qu'elle appartenait à un de ses amis, sans jamais mentionner qu'elle était en fait la sienne. « Je pense que vous aimerez, » lui dit-il. « C'est calme, beau, paisible. » Élisa hésita. « Je n'appartiens pas à des endroits comme ça. »« Vous avez sauvé la vie de quelqu'un, » répondit Dylan. « Vous avez votre place où vous voulez. » Elle céda. Quand ils arrivèrent, les grandes grilles en fer s'ouvrirent lentement. Au-delà, des pelouses manucurées s'étendaient, et un chemin de pavés menait à un manoir blanc modeste mais élégant, entouré d'érables, leurs feuilles virant à l'or et au cramoisi dans l'air d'automne. « Je veux juste vous montrer le jardin, » dit Dylan. Sentant son hésitation, alors qu'il déambulait à travers les rangées de fleurs et les hauts haies, son petit frère courut devant, riant, et sa grand-mère s'émerveilla de la variété des plantes. Élisa les regarda avec incrédulité, si peu habituée à les voir si libres, si légers. « C'est vous qui avez arrangé ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement à Dylan. Il haussa les épaules d'un air nonchalant. « J'ai passé quelques coups de fil. » Elle sourit, touchée. Plus tard, ils s'assirent sur un banc en bois sous une treille, enveloppé de rosiers grimpants. Dylan sortit un petit carnet et un crayon. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il. « Me ferez-vous confiance ?» Élisa hocha la tête. Il ouvrit le livre et écrivit en grosses lettres claires, Elisa. Il pointa chaque lettre. « C'est votre nom, et nous allons apprendre à le lire. » Elle cligna des yeux. « Mais je n'ai jamais commencé. Nous irons doucement. » Lettre par lettre, son par son, il la guida, et quand elle le lut à voix haute, hésitante mais entière, il tourna sur une page vierge et écrivit « Tout le monde mérite une seconde chance d'espérer. » Élisa fixa les mots. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ses yeux brillèrent. Et puis elle pleura, non pas de chagrin, mais du poids inconnu d'être vue. Vraiment, profondément vue. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les hautes bibliothèques. La poussière dansait dans des faisceaux de lumière dorée,
se déposant doucement sur des étagères garnies de livres de tous âges et de tous sujets. Elisa se déplaçait lentement, ses doigts effleurant les dos des livres pendant qu'elle essuyait les surfaces, toujours impressionnée par le calme du lieu, comme une cathédrale faite de mémoire et de silence. Dylan lui avait demandé si elle voulait l'aider à réorganiser l'ancienne bibliothèque. « Vous aimez les histoires ?» avait-il dit. « Créons un endroit où elles revivent. » Elle avait alors souri, touchée par sa prévenance, ignorant l'ombre qui l'attendait dans les étagères. Alors qu'elle époussetait soigneusement une rangée de photographies encadrées sur le mur, un cadre particulier attira son attention. La photo était en noir et blanc, légèrement inclinée. Elle montrait un groupe de membres du personnel se tenant fièrement dans le jardin du domaine. Jardiniers, cuisiniers, nettoyeurs. Et à l'arrière, presque caché, se tenait un homme au sourire doux, une main posée de manière protectrice sur l'épaule d'une petite fille. Elisa le fixa, le souffle coupé. Elle s'approcha, le cœur battant. C'était lui, son père. Il avait l'air plus jeune, plus fort, mais elle ne confondrait jamais ses yeux ou cette fierté tranquille dans sa posture. Et la petite fille à côté de lui, cheveux blonds, pieds nus, riant. C'était elle. Le sol sous ses pieds sembla vaciller. « Non » murmura-t-elle, « non. » La photo était légendée. Personnel du domaine de Rosewood. Il y a 11 ans. Soudain, tout s'effondra. Les rumeurs. La nuit où son père était rentré à la maison, pâle, tenant un petit papier froissé dans ses mains. L'accusation d'Avulon. La disgrâce. Le travail perdu. Et puis les années qui suivirent, l'une plus dure que l'autre. Lui essayant de retrouver du travail, les portes se fermant sur son visage. Les nuits blanches à transporter des caisses sur les quais. L'accident. Le sang. L'adieu qui est venu trop tôt. Ses doigts tremblaient en reposant le cadre. Ses yeux brûlaient. L'homme qu'elle avait sauvé. L'homme qui avait marché avec elle autour du lac. Qui avait partagé des nouilles avec elle sous un auvent trompé par la pluie. Qui avait doucement guidé sa main alors qu'elle traçait son nom. Il vivait dans la maison qui avait détruit son père. Elle se tourna et partit. Sans un mot. Sans une note. Sans un regard en arrière. Elle courut à travers le jardin. Ses pas bruyants sur le chemin de pierre. Ses poumons lui faisaient mal. Mais elle ne s'arrêta pas avant que les grilles du domaine ne soient derrière elle, et que les arbres ne l'engloutissent entièrement. Cette nuit-là, sous un ciel sans lune, elle s'assit sur le même quai d'où elle avait autrefois sorti Dylan de l'eau. L'air était froid, morne, mais elle ne bougea pas. La douleur était une tempête en elle. Hurlant de trahison, de confusion, et d'un chagrin qui semblait nouveau-né même s'il l'avait accompagné toute sa vie. Sa voix se brisa dans l'obscurité, basse et amère. J'ai sauvé le mauvais homme. Et puis plus fort. C'est brissante. J'ai sauvé le mauvais homme. Le lac ne répondit pas. Le vent s'en moquait. Elle enfouit son visage dans ses genoux, se balançant d'avant en arrière. L'image du sourire de son père brûlait derrière ses paupières. Cet endroit, son dernier travail honnête, l'endroit qu'il avait recraché sans pitié appartenait à Dylan depuis le début. Le savait-il? Était-ce de la pitié? Faisait-elle juste partie d'une histoire de rédemption tordue qu'il s'était créée? Elisa sanglota jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal et que son corps tremble d'épuisement. Elle pensa à repartir. Disparator. Laisser le silence la reprendre comme il avait failli le faire cette nuit-là, au bord de l'eau. Mais cette fois, quelque chose la retint. Pas l'espoir. Pas l'amour. La colère. Elle avait besoin de réponses. Pas de silence. Pas de fuite. Mais ce soir, tout ce qu'elle avait, c'était le froid et ses larmes. Et un cœur qui se brisait à nouveau. Dylan n'avait pas dormi depuis des jours. Depuis qu'Elisa s'était enfuie du domaine, quelque chose en lui s'était brisé. Son absence résonnait dans chaque couloir. Chaque coin tranquille où son rire vivait autrefois. Le banc sous la treille de rose. Le sentier du jardin qu'ils avaient parcouru côte à côte. La bibliothèque où elle avait pour la première fois tracé son nom. Sans elle, tout cela semblait vide. Et la photo? Il y était retourné le soir même, fixant longuement l'homme au dernier rang, la petite fille qui lui tenait la main. Il connaissait vaguement l'histoire. Quelque chose que son père avait autrefois marmonné à propos d'un vol, d'une trahison et d'un licenciement nécessaire. Il n'avait jamais posé de questions. Mais maintenant, il avait besoin de réponses. Et il les trouverait. Quelques jours plus tard, Dylan se tenait dans la salle d'archives poussiéreuse à l'arrière du domaine, feuilletant de vieux dossiers du personnel et des dossiers disciplinaires.
Les heures passèrent. Des toiles d'araignée s'accrochaient à ses manches. Ses yeux brûlaient à cause des petits caractères. Mais finalement, il le trouva. Un dossier Mark, Harold James. Rapport d'incident. Il y a 11 ans. À l'intérieur se trouvaient des déclarations. Une d'un directeur nommé Randall Price, affirmant avoir été témoin du vol d'une précieuse broche par Harold. L'objet avait disparu lors d'une fête privée organisée par le père de Dylan. Le rapport était signé. Scellé. Mais quelque chose n'allait pas. Dylan creusa plus profondément. Il trouva de vieux registres de dépenses. Randall Price avait d'importants dépôts en espèces inexpliqués à cette époque. Il y avait des plaintes d'autres membres du personnel enfouis dans des mémos. Des allégations d'intimidation, de favoritisme, de fournitures manquantes. La plupart avaient été rejetées par le père de Dylan, qui faisait implicitement confiance à Price. Finalement, au fond d'une enveloppe se trouvait une note. Une déclaration non signée d'une ancienne femme de chambre qui avait vu Price avec la broche manquante la veille de l'événement, mais qui n'avait jamais fait l'objet d'un suivi. La poitrina de Dylan s'acerra. Il se sentit mal. Il savait ce qu'il devait faire. Ce soir-là, il traversa les ruelles familières avec un dossier glissé sous son manteau. Ses pas le menèrent au petit bâtiment délabré qui était autrefois le refuge d'Elisa. L'endroit où il l'avait suivi pour la première fois, la nuit où elle lui avait sauvé la vie. Il frappa doucement. Le petit frère d'Elisa ouvrit la porte, les yeux écarquillés. C'est lui. Elisa se tenait derrière lui, fatiguée, méfiante. Sa grand-mère apparut à côté d'elle, serrant un foulard autour de ses fines épaules. Dylan prit une inspiration, puis tomba à genoux. Il ouvrit le dossier et le tendit à deux mains. « J'ai trouvé la vérité, » dit-il, la voix ferme, malgré les battements de son cœur. Randall Price, le directeur de confiance de mon père, a volé cette broche. Il a piégé votre père. Mon père a cru le mauvais homme. Le souffle d'Elisa se coupa. Dylan leva les yeux, la douleur dans le regard. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Je ne peux pas ramener votre père. Mais je peux vous donner ça. Son nom. Son honneur. La vérité. Il se tourna vers sa grand-mère. Madame, je suis tellement désolé. Au nom de ma famille, je suis désolé. La vieille femme le fixa un instant, les lèvres tremblantes. Puis, lentement, elle s'avança, enroula ses bras autour de lui et se mit à pleurer. Pas le genre de pleurs qui vient de la colère, mais du soulagement. Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir rendu mon fils. Dylan la serra doucement dans ses bras, ses propres yeux piquants. Elisa regarda en silence, des larmes coulant sur ses joues. Elle s'avança, à peine capable de parler. Mon père a enfin été innocenté, murmura-t-elle. Sa voix se brisa. Dylan se releva lentement, face à elle maintenant. J'aurais dû tout vous dire plus tôt, dit-il. Mais j'avais peur. Peur de perdre la seule personne qui me donnait envie d'être meilleur. Elisa le regarda, son expression déchirée entre le chagrin et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui commençait à se réparer. Elle prit le dossier de ses mains, le serrant contre sa poitrine. J'ai grandi en haïssant cette maison, dit-elle doucement. Mais aujourd'hui, vous en avez fait un lieu où la vérité vit. Et pour la première fois depuis cette terrible nuit, elle fit un pas vers lui, au lieu de s'éloigner. Il se tenait de nouveau sous la treille dans le jardin, comme ce premier après-midi, quand Dylan lui avait montré les roses et lui avait appris à épeler son nom. Mais cette fois, l'air était différent. Il plongea la main dans sa poche, en sortit une petite enveloppe et la lui tendit. Elisa l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété, un document légal. Ses yeux s'écarquillèrent. Le domaine de Rosewood. Il m'appartient, dit doucement Dylan. Depuis le décès de mon père il y a 2 ans. Elle le fixa, stupéfaite. Pendant tout ce temps, vous étiez. Il hocha la tête. Je voulais que vous me voyiez tel que j'étais. Pas comme un nom. Pas comme une maison. Juste l'homme que vous avez sorti du lac. Le silence s'étira entre eux. Son cœur battait la chamade, pris entre la colère, la confusion et quelque chose de plus doux qu'elle ne pouvait encore nommer. Dylan se rapprocha. Elisa, je ne suis pas le domaine. Je ne suis pas l'héritage des erreurs de mon père. Je suis l'homme qui se noyait. Et vous m'avez sauvé. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est vous aider à vivre. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle avait passé si longtemps à se croire invisible, insignifiante. Pourtant, il était là, lui offrant non pas de la pitié,
mais une main à tenir à travers la tempête. Elle hocha la tête. « J'essaierai, murmura-t-elle. Pas seulement pour moi, mais pour eux. Et pour vous. » Le premier jour de chimiothérapie fut froid et gris. Elisa était assise dans un fauteuil inclinable, une fine couverture sur ses genoux. L'odeur stérile d'antiseptique s'accrochait à tout. Mais à côté d'elle était assis Dylan, tenant une petite enceinte diffusant une douce musique de piano. Sur la table se trouvait un croissant chaud et un livre de poche qu'elle avait commencé à lire, lentement, péniblement, mais avec détermination. « Page 10 aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire. Elle hocha la tête, s'appuyant sur son épaule. Chaque séance suivait le même rythme. Dylan ne manqua jamais un seul rendez-vous. Certains jours, il apportait des livres de coloriage, d'autres jours un pot de fleurs sauvages du jardin. Une fois, il lui a même apporté une petite boîte à musique qui jouait une berceuse dont elle se souvenait de son enfance. Et Elisa, contre toute attente, commença à se sentir plus forte. Les effets secondaires arrivèrent, bien sûr. Nausées, fatigue. Mais son moral tenait bon. L'espoir avait pris racine. Un après-midi, après sa 3e semaine de traitement, Dylan apparut avec un sac en papier. « Fermez les yeux, dit-il. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous manigancez? Faites-moi confiance. » Quand elle ouvrit les yeux, il lui tendait une robe. Simple, en coton crème avec de délicates coutures le long de l'ourlet. « Je l'ai vue dans une vitrine, dit-il, presque timidement. J'ai pensé, peut-être qu'elle vous ferait vous sentir aussi belle que je vous vois. » Sa main se porta à sa bouche. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi attentionné. Plus tard ce soir-là, elle l'essaya dans le miroir du refuge. Elle lui allait parfaitement. Elle fixa son reflet. Sa silhouette mince. Sa peau pâle. Le duvet court là où ses cheveux étaient autrefois. Mais pour la première fois, elle ne vit pas la maladie. Elle vit la survie. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient de nouveau assis sous la treille, elle se tourna vers Dylan. Sa voix était à peine un murmure. « Je pensais que j'allais mourir. » Il la regarda, les yeux fermes. « Mais maintenant, dit-elle, le plus petit des sourires tirant sur ses lèvres. Je pense que je peux vivre. » Dylan prit sa main et la serra fort. « Alors vivons, dit-il. Ensemble. On n'aime pas ça. » Les saisons tournèrent doucement, comme si le monde lui-même avait décidé de se mouvoir plus tendrement autour d'Elisa. Le printemps arriva avec des vents doux et des fleurs qui bordaient les rues étroites de la ville. Elisa se tenait au bureau de la bibliothèque dans une jupe et un chemisier modeste. Ses cheveux maintenant courts et doux avec une nouvelle croissance. Ses yeux brillants d'une énergie qui n'y vivait pas auparavant. Elle avait pris un poste d'assistante à la bibliothèque de la ville. De petites tâches au début. Ranger les livres. Gérer les retours. Mais bientôt, elle commença quelque chose de plus significatif. Animer des cours de lecture pour les personnes âgées de la ville qui avaient grandi sans jamais apprendre l'alphabet. Elle souriait patiemment, guidant leurs doigts sur la page, répétant doucement les sons, encourageant chaque syllabe comme si elle était sacrée, tout comme Dylan l'avait fait pour elle. Certains jours, elle surprenait son reflet dans la fenêtre de la bibliothèque, pendant une seconde fugace, ne se reconnaissait pas. Pas la fille qui s'était tenue au bord du lac, mais la femme qui avait choisi de s'en éloigner et de construire une vie. Dylan avait également tenu sa promesse. Le domaine de Rosewood avait subi une transformation. Pas en une forteresse privée, mais en un lieu de refuge. Il ouvrit les portes à une nouvelle mission. Un centre résidentiel pour les familles sans abri et les patients en phase terminale qui n'avaient personne d'autre. Il l'appela « Les Échos d'Elisa ». Je voulais que cela rappelle au monde, dit-il lors de la cérémonie d'ouverture, qu'un seul acte de courage peut résonner pendant des générations. Les gens plairèrent. Des donateurs se manifestèrent. Des bénévoles s'inscrivirent. La ville, autrefois trop occupée pour voir une fille en haillons, écouta, apprit, changea. Elisa se tenait à côté de Dylan ce jour-là, sa main dans la sienne, les yeux brillants d'une fierté tranquille. Le jour de l'anniversaire de leur rencontre, Dylan la demanda en mariage. C'était simple, juste eux deux sous la treille de rose, le même endroit où elle avait lu son nom pour la première fois. Elle dit oui avec des larmes dans les yeux et un rire dans la voix. Et par un chaud après-midi d'été, au bord du même lac où leur histoire avait commencé, ils se marièrent. Seuls les amis proches et la famille étaient invités. Une douce brise bruissait dans les arbres et la surface de l'eau scintillait d'or.
Elisa portait la robe de couleur crème que Dylan lui avait offerte un jour. Son petit frère, maintenant plus grand et fier, se tenait à ses côtés, rayonnant. Leur grand-mère s'essuya les yeux avec un mouchoir et murmura « Enfin, ma petite fille a une famille. » Alors que le couple se tenait main dans la main, échangeant des vœux simples sous une arche de lys blanc, le frère d'Elisa s'avança pour un court discours. « Ma sœur a sauvé la vie d'un homme, dit-il, la voix tremblante mais claire. Mais cet homme n'a pas seulement survécu. Il nous a donné un foyer. Il a rendu son sourire à ma sœur. Il m'a donné un avenir. Il les regarda tous les deux. Elle l'a sauvé, mais il a sauvé notre famille. » Il n'y avait pas un œil sec dans la foule. Alors que le soleil commençait à se coucher, Elisa et Dylan se dirigèrent vers le bord du lac, le clapotis silencieux de l'eau marquant le temps comme une douce berceuse. Ils s'assirent ensemble sur le vieux quai, usé par le temps et la mémoire. Sa tête reposait sur son épaule, sa main chaude dans la sienne. La lumière jouait sur la surface du lac, tout comme cette nuit-là, où l'obscurité les avait presque engloutis tous les deux. Seulement cette fois, elle brillait. Elle se tourna vers lui, souriant à travers des larmes qui n'avaient rien à voir avec le chagrin. « Nous sommes tous les deux morts un peu à l'intérieur, » murmura-t-elle. « Mais nous avons choisi de vivre l'un pour l'autre. » Dylan l'embrassa sur le haut de la tête. Et alors que la dernière lumière plongeait sous l'horizon, le lac ne reflétait pas la douleur, pas la perte, mais l'éclat tranquille de deux âmes qui avaient trouvé leur chemin vers la maison. Parfois, la vie réunit deux âmes brisées non pas par hasard, mais par dessein. Elisa a sauvé un étranger de la noyade, mais en vérité, ils se sont sauvés mutuellement. À travers la douleur, la guérison et l'amour, ils ont découvert que même les cœurs les plus brisés peuvent retrouver le chemin de la lumière. Et peut-être, c'est la magie tranquille de la gentillesse, des secondes chances, de l'amour qui ne demande rien, mais donne tout. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à Soul Steering Stories, où chaque semaine nous vous proposons des contes qui guérissent, inspirent et nous rappellent à tous la beauté de l'esprit humain. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et ne manquez jamais une histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie. Merci d'avoir regardé. Restez bienveillants, gardez espoir, et rappelez-vous, l'amour vaut toujours la peine de se battre.